Attends. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est avec Sophie Robert et on va discuter petite pépite de gestion du temps et d'organisation pour entrepreneurs. Et avant d'en dire plus sur ça, je laisse Sophie se présenter à vous. Voici Sophie. Oui, bonjour à tous, bonjour Claire, merci pour ton interview, je suis ravie. Donc moi, c'est Sophie Robert, j'accompagne les entrepreneurs. En fait, je suis entrepreneuse depuis 20 ans et on a fait une liquidation judiciaire il y a 3 ans. Et j'ai pas compris pourquoi, parce qu'on avait tous les ingrédients pour y arriver. Et donc, ça fait 3 ans que j'étudie le métier d'entrepreneur, parce que nous, on était artisans. Alors, on avait créé un concept de créateur de gâteaux de voyage. Et donc, ça fait 3 ans que je cherche, que j'étudie le métier d'entrepreneur, que je les interviewe, etc., pour savoir ce qui me manque, ce qui nous a manqué. Et maintenant, j'accompagne les entrepreneurs et je transmets ce que j'ai appris. Et donc, j'accompagne 2 types d'entrepreneurs. Les entrepreneurs débordés par leur expansion, puisque c'est ce que nous, on a eu. Et à force d'être débordés, on s'est éparpillé, entre autres, et puis on a fini par fermer malgré toute la bonne activité qu'on avait. Et j'accompagne également les entrepreneurs à rebondir de leur échec, ou en tout cas à le comprendre et à en faire un atout pour leur entreprise future, pour ceux qui se réinstallent ou pour ceux qui veulent simplement comprendre leurs difficultés et puis en faire une force. Ok, c'est cool. Ça fait du bien d'entendre ça en France. C'est une culture très américaine de pouvoir rebondir de ces échecs. Euh, tu peux nous en dire un petit peu plus de comment s'est passée la croissance de ton entreprise et puis comment après tu as rebondi et qu'est-ce que tu as appris en fait sur le chemin en faisant l'interview des entrepreneurs? Tout à fait. Alors, t'expliques et tout, et j'ai appris tellement de choses, ça va être compliqué, mais dans l'idée, déjà, nous, avec mon mari, on s'est installés il y a 20 ans, en octobre 2000. Donc, voilà, c'est vraiment pile poil 20 ans, et presque. Et mon mari était pâtissier, il était issu de la haute gastronomie, il était chef pâtissier dans des restaurants gastronomiques. Donc, on s'est installé, on a pris une première boutique, une pâtisserie classique à côté de Lyon, en fait, pendant 3 ans et demi, je ne sais plus. Et en fait, le côté pâtisserie, boutique classique, etc., ça ne nous a pas convenu. Par contre, j'ai appris tout ce qui était qualité, j'ai appris que le métier de pâtissier, c'était vraiment de l'art, quelque chose de magnifique ou autre. Moi, je l'assimilais, quand j'étais gamine, à femme de boulanger, quoi. Enfin, c'est pas péjoratif, mais bon, ça m'inspirait pas. Mais pâtissier, c'était vraiment, voilà. Mais la boutique le système de la boutique nous a pas convenu. On a essayé de se développer pas mal, mais et puis on était en ville, tout ça. Donc finalement, on a fermé cette activité-là. Factuellement, sur le papier, on a fait une liquidation judiciaire, mais celle-ci était choisie. C'est-à-dire que on en a eu marre, on a arrêté. On a été assez mal conseillé puisque finalement, on aurait peut-être pu revendre ou autre. Et notre comptable nous a dit non, il faudra faire une liquidation. On était hyper jeunes, donc voilà. On ne se posait pas de questions. À l'époque, on n'était pas entrepreneur, on était artisan dans notre tête. Donc, si tu veux, ce n'était pas le côté argent de revendre le truc. C'était vraiment le fait bon, l'activité ne nous plaît pas, on est passionné, on va faire autre chose. Donc, on s'est débarrassé comme ça. Et le souci, c'est qu'on a recréé donc on n'était pas fait pour être salarié, donc on a fait 2-3 ans quand même après, mais on avait vraiment en tête de se remettre à son compte. Et là, ce qu'on a fait, ce que j'ai fait, parce que c'est plus ma façon de penser, c'est j'ai repris donc notre projet de pâtisserie boutique et j'ai listé tous les inconvénients qu'il y avait et toutes les choses que nous, on n'aimait pas, en fait. Donc, en tant que pâtissier, donc on avait acheté un fonds de commerce, c'était super cher, il y avait du stock de boîtage. Une pâtisserie, ça demande beaucoup d'ingrédients, beaucoup de matières premières. On est dans une boutique, donc on était bloqué, fermé. La porte déjà nous séparait des clients. Comme on n'avait pas trop de sous, on n'avait pas un super bon emplacement. Enfin voilà, on avait listé tout ça. Et à partir de là, à partir de tout ça, j'ai créé un autre concept qui était l'opposé.
et qui correspondait à ce que nous, on voulait. Donc, du coup, on a fait sauter la boutique. On a voulu travailler sur les marchés et les foires. On a voulu éviter beaucoup de matières premières, beaucoup de pertes. En pâtisserie, on jette beaucoup, etc. Donc, on a décidé de travailler sur une seule catégorie de gâteaux qu'on appelle les gâteaux de voyage. Donc, c'est un gâteau moelleux qui se conserve, genre financier, madeleine. Et donc, on n'avait qu'une seule forme de gâteau qui n'était pas du gâteau sec, qui était du gâteau moelleux, mais qui se conservait quand même 3 semaines, 1 mois sans conservateur. Donc, il y avait beaucoup moins de pertes de marchandises. Et on était spécialisé que là-dessus pour se différencier de la masse, etc. Et puis, plein de petites choses. Voilà. Donc, en gros, on avait fait ça. Donc, on a créé le concept de créateur de gâteaux de voyage. Et on a commencé donc sur les marchés avec un petit produit simple. Et au fur et à mesure, on a duré pendant 9 ans. Et de ce petit marché, on a commencé à avoir des demandes. Des épiceries fines nous ont demandé. On a eu des hôtels de luxe qui ont commencé à nous demander aussi. Ce produit, on l'a fait évoluer. On a fait un produit d'abord simple. Et au fur et à mesure, on en a fait un produit à offrir. En fait. Et donc, ça devenait vraiment des boîtes ou des coffrets de gâteaux qui devaient remplacer le bouquet de fleurs ou l'autain de chocolat, ou, tu vois, en gâteau. Et comme c'est le gâteau de voyage et qu'on est en plein air Internet, on s'est dit, un gâteau de voyage, s'il ne voyage pas par la poste, ça n'en est pas. Donc, on a ouvert un site Internet. Donc, voilà, on a commencé un petit peu à se développer comme ça. Et puis, plus on avançait en temps et plus… le métier d'entrepreneur est quand même difficile et très prenant, etc. Et donc, du coup, on mettait de plus en plus de passion dans notre produit pour faire de plus en plus beau et de plus en plus bon. Et du coup, on avait de plus en plus de demandes. Et on a fini par faire même de l'exportation, en fait. Okay. Et c'est fou, hein. Et donc, et comme notre histoire, on avait un beau storytelling, c'est-à-dire qu'en plus, on s'appelait Philosophie Gourmande. Parce que mon mari s'appelait Philippe, moi c'était Sophie, on s'appelait Phil et Sophie. Et tout était basé sur la passion du métier, notre amour entre nous deux, etc. Et donc, on avait aussi la chance d'avoir pas mal de médias qui nous suivaient. On avait des articles réguliers dans les magazines. Enfin voilà, donc tu vois, on avait beaucoup de choses. Donc, on a monté comme ça. Et en fait, on s'est aperçu, tu me disais tout à l'heure aussi que tu accompagnais les gens en expansion comme moi. Et en fait, plus on se développe, plus les charges augmentent, plus moins on a de temps. Bon, ça, c'est dans ton domaine. Et plus c'est compliqué, en fait. Et donc, nous, plus c'était compliqué et plus notre cœur de métier, c'était pour moi ce qui est toujours très, très important. C'est pour ça que mon premier blog s'appelait Les petits bonheurs d'entreprendre. C'est que le bonheur chez moi est très important. Et donc, plus ça devenait difficile et plus on y mettait de la passion dans le produit. Et on avait de plus en plus de demandes. Ce qui fait qu'on s'éparpillait beaucoup. On avait beaucoup d'avatars différents, mais à l'époque, je ne connaissais pas les avatars. Donc, le client idéal. Donc, on avait 10 avatars. On continuait toujours les marchés. On avait donc notre site de vente en ligne. Et entre-temps, on a rajouté une boutique physique puisque des épiceries fines nous demandaient. Donc, on voulait faire des tests dans notre propre boutique pour pouvoir vendre après. Parce qu'il y avait l'emballage, il y avait plein de choses. Après, on avait l'exportation. Et puis, plus tu diversifies et plus c'est difficile à gérer parce que c'est des nouveaux produits tout le temps. C'est toujours d'autres de différents tarifs, des nouvelles façons de livrer, etc. Et donc, tu revenais un petit peu dans la situation de la pâtisserie d'avant où tu avais plein de logistique à régler. Un petit peu, un peu différemment, mais finalement, oui. Ouais. Et en plus, on avait un gros problème, c'est qu'on ne savait pas déléguer. Ce qui fait qu'on est resté qu'à 3. On a réussi à 1, 2, 3, 4. On a réussi à embaucher 2 autres personnes, mais pas plus que ça. Et on a explosé nulle part, en fait. Et c'est ça en fait que j'ai appris, c'est-à-dire qu'on avait tous les ingrédients pour réussir, mais on avait trop d'avatars, on ne savait pas déléguer,
On n'osait plus, la trésorerie était toujours compliquée parce que fallait beaucoup investir dans l'emballage ou dans la communication ou dans embaucher, etc. Mais on voyait ça comme une dépense et pas comme un investissement, comme beaucoup de monde. Et puis après, on avait la tête dans le guidon tout le temps et du coup, on n'arrivait plus à prendre de recul et de prendre les bonnes décisions. Ce qui fait que petit à petit, à un moment, on s'est retrouvé, il n'y a plus de solution, je ne sais plus comment faire. On a beau être connu, avoir un super produit, avoir beaucoup de clients, etc. Mais la trésorerie, elle ne suit pas et je ne comprends pas pourquoi. Ok. Simplement. Ok. Et donc, du coup, on a fermé il y a 3 ans. On a fait une liquidation judiciaire. Mais je comprends pas, en fait, vous aviez, parce que vous aviez beaucoup de ventes, donc en fait derrière vous aviez trop de logistique à gérer, puisque c'est bizarre en fait un produit qui marche et c'est tout à fait ça. C'est pour ça que j'ai mis 3 ans, ces 3 dernières années à comprendre pourquoi. Mais en fait, on avait beaucoup de demandes de tous nos avatars différents, mais en fait, on n'explosait pas dans un secteur. Ce qui fait que nos forces étaient décuplées, nos dépenses étaient décuplées et on n'était pas focus sur un seul truc, un ou deux, on aurait pu en choisir 2, peu importe. Ce qui fait qu'on était épuisés à un moment et on n'arrivait plus à prendre les bonnes décisions simplement. Les charges, elles étaient exponentielles et en même temps, on avait à la fois beaucoup de clients donc en développement, mais pas assez pour subvenir à toutes les charges que chaque activité nous prenait en fait. C'est hyper bizarre à comprendre et c'est pour ça que j'alerte beaucoup sur il y a le passage, il y a ce passage très spécifique où quand on est en plein développement, pour passer de artisan à je deviens dirigeant d'entreprise avec une vision, avec une stratégie. Et nous, on se posait toujours la question, mais qu'est-ce qui va marcher? Ça explose, mais pas trop, donc on va essayer ça. On nous a demandé ça, donc je réponds à la demande. Mais en fait, on laissait notre pouvoir à nous dans les mains de nos clients. C'est eux qui décidaient de ce qu'on faisait de notre produit. Et nous, on ne s'était pas aperçu qu'on avait un produit en or et de savoir ce que nous, on voulait en faire. Tu vois, on aurait pu choisir que la haute gastronomie, mais on faisait même de la grande distribution. On faisait tout, mais on avait tellement la tête dans le guidon qu'on n'arrivait même plus à réfléchir, en fait. C'est pour ça que je le dis toujours, si vous êtes dans l'urgence, il est urgent d'arrêter, en fait, de stopper et de réfléchir. Stop, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Et voilà. Donc, c'est hyper dangereux, en fait, le gros développement, mais on peut vite déraper. Ouais, j'ai eu de la chance de participer à un gros développement comme ça avec quelqu'un qui avait l'expertise. Et j'ai bossé dans tout type de boîte en partant de 2 salariés, en étant indépendant d'une boîte, bosser pour une boîte de 2 salariés, jusqu'à des multinationales de 10 000 personnes. Et j'ai eu la chance dans cette expérience en fait d'avoir connu une boîte on a fait une hyper croissance, qu'on est passé de 2 à 120 personnes, de 20 à 120 personnes, désolé. Et oui, en fait, ce que tu dis, que la vision du chef d'entreprise, c'était le quotidien du chef d'entreprise de motiver les troupes sur une vision et plus forcément d'être les mains dans le cambouis. Et il faut justement arriver à sortir de l'addiction à l'urgence, à rester avec une vue globale, une vue hélicoptère de l'ensemble des opérations. Tout à fait, c'est ça. Et nous, en fait, on était restés dans l'optique d'artisan. On ne s'est jamais senti entrepreneur dans le sens chef d'entreprise. On était des artisans, des passionnés. Et en fait, on ne s'est juste pas aperçu que tout d'un coup, on avait une entreprise à gérer. Enfin, c'est pas qu'on ne s'est pas aperçu qu'on avait une entreprise à gérer, mais un entrepreneur, c'est pas un artisan. Il faut passer un cap, avoir une vision. C'est toi qui décides de ce que tu veux faire de ton produit. C'est toi qui décides à qui tu veux vendre ton produit. Tu ne vends pas à tout le monde parce qu'on te le demande.
Et ça fait partie des paradoxes que j'explique et dont je vais faire des ateliers à partir de la semaine prochaine, parce qu'on en fait, on a des croyances populaires sur l'entrepreneuriat qui sont très contradictoires avec la réalité d'un chef d'entreprise. Ok, excellent. Et tu as découvert d'autres choses à part ce qu'on a dit, la vision, le besoin d'être détaché de l'urgence, de prendre de la hauteur. Est-ce qu'il y a des... J'imagine que comme la première fois, tu as fait ton petit tableau avec les avantages, les inconvénients, ou ce qui a bugué et ce qui a marché. Est-ce que tu as découvert d'autres choses pendant cette étude? Alors, il y en a plein, oui, il y en a plein. Notamment, on a la grosse problématique française, c'est l'argent. C'est-à-dire que déjà, quand on dit réussite, c'est parce que c'est financièrement, tu as de l'argent. Et entrepreneur, c'est pareil, c'est-à-dire que ton business tourne si ta trésorerie, elle est positive. Et en cherchant bien, je me suis aperçue, par exemple, des gros comme Amazon, ils ont mis au moins 3 ans ou 4 ans, je ne me souviens plus, avant de créer des bénéfices, en fait. Et on nous assassine, les banques nous assassinent dès qu'on est un peu à découvert, ou le banquier nous pointe du doigt, ou on a un peu honte. Et en fait, on ne nous apprend pas que il faut pas, quand tu veux vraiment te développer, il ne faut pas regarder la trésorerie dans le sens argent, il faut avoir une vision plus long terme d'investissement. Je ne dépense pas de l'argent, j'investis. J'investis dans des salariés, on nous bourre le crâne, les salariés c'est cher, il y a des charges, etc. Oui, mais sauf que si on te disait que c'était un investissement plutôt qu'une dépense, bah, tu réfléchis autrement. Et tu te dis, bon, c'est un investissement. OK. Nous, on a eu le cas, par exemple, on a été encore aujourd'hui, on y pense encore avec mon mari, on a eu une jeune femme qui avait fait plusieurs masters en finance, en commercial, etc., qui était une passionnée de la vente. Et moi, j'aime la vente dans le contact direct, mais la prospection, j'aime pas ça. J'avais super peur de le faire. Et elle est venue un jour, elle a fait je ne sais combien d'années d'études, et en nous disant, j'adore votre concept, il est absolument merveilleux, j'aimerais travailler pour vous et développer votre concept. Et c'était dans les 2 dernières années où c'était le plus compliqué, mais c'était là où on était le plus haut. C'est bizarre, hein. Et donc, elle arrive pour nous dire ça. Et nous, dans notre tête, on voyait que la trésorerie, on n'avait pas la trésorerie pour la payer, en fait. Et on n'a pas pensé que d'investir sur elle nous rapporterait son salaire et plus. On s'est juste dit, si on l'embauche, on n'aura jamais les moyens de la payer. Et ça, c'est une erreur, mais monumentale. Mais on ne nous apprend pas ça. On nous dit, les banquiers, tout ça, ou même les comptables nous disent, non, vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas, alors qu'en fait, donc soyez prudents dans votre trésorerie, etc. Et le fait d'être prudent, et ben, c'est ça qui tue en fait l'entrepreneuriat, qui a tué notre entreprise. C'est-à-dire, si on avait pris le risque de l'embaucher, elle nous aurait peut-être sauvés parce qu'elle avait vraiment une vision aussi beaucoup plus lointaine. Elle connaissait son métier, elle avait une expertise que nous, on n'avait pas. Donc, ça fait partie aussi des choses, tu vois, mais il y en a plein. Après, il y a une autre chose que j'ai si je peux rebondir sur ça. Ah, bien sûr. Ça me fait penser à 2 choses. J'étais à une conférence avec Margot Klein, Gwendoline Meyer, Kim Benour, et il y avait cette question en fait sur l'investissement et tout ça. Et en fait, ils étaient tous d'un commun accord qu'ils réinvestissaient en fait environ 10% pour la pub, de la visibilité, tout ça pour continuer à développer l'activité. Et également 30% pour se former, pour être coaché, pour se former, pour améliorer les stratégies, les choses comme ça. Donc ouais, c'est super important.
Et l'autre chose que je voulais dire, c'est dans cette boîte où j'ai travaillé en hypercroissance, j'ai aussi appris que quand on veut quelque chose, on pense tout le temps argent, mais en fait, il y a souvent la possibilité de faire des trocs d'autres choses, des trocs de valeur. Et par exemple, pour un cas, comme tu disais, avec une commerciale, tu peux, enfin, tu vois, une idée, c'est de se débrouiller pour faire une petite part fixe de salaire et faire une plus grosse part, merde, je sais plus comment on dit, De commission. comme de commission sur les ventes. Enfin, il y a plein de montages en fait, et c'est impressionnant parce que des fois, en discutant comme ça avec des gens qui ont envie de travailler avec toi, et puis en étant un peu imaginatif sur des stratégies de valeur, tu peux trouver en fait des deals intéressants à faire sans avoir à sortir de la trésorerie immédiatement. C'est clair, hein. Mais ça, c'est vrai que ça fait partie des choses super importantes où on n'insiste pas assez, c'est de bien s'entourer, de choisir. Alors, on dit toujours de bien s'entourer, le réseau, etc. Super, hein, mais de choisir avec précision ton comptable et ton banquier. Et c'est toi qui les recrutes, hein, comme tu embaucherais quelqu'un en fait. Et quand on commence à s'installer, on prend le banquier qui éventuellement est d'accord pour nous faire un petit financement, ou on prend le comptable qu'on nous a conseillé et qu'on nous a dit il était bien, voilà. Mais on ne fait pas un vrai recrutement en le posant des questions et en voyant quelles sont leurs visions et comment ils accompagnent les personnes, parce que c'est bien beau d'être factuel, il y a les chiffres, etc. Mais nous, par exemple, au niveau comptable, on était hyper mal conseillés pendant des années. C'était une catastrophe. Il n'y avait pas de conseil, en fait. La personne qui était en face de moi était juste salariée et faisait son job. Voilà, il y en a qui le font très bien, mais nous, c'était pas le cas. Je vois, par exemple, quand on a créé la boutique, on l'a créée, la boutique physique. On l'a ouverte 2 ans avant la fermeture, en fait. Donc, du coup, avec notre comptable, on aurait dû avoir plus de soutien. Et en fait, je me suis aperçue, on a le lancement de la boutique, donc tu sais, c'était l'effervescence. Alors déjà, tu courais avant, mais là, tu cours encore plus. En plus, on a ouvert peu avant les fêtes de Noël, donc c'était beaucoup de… Voilà. Et puis, je vois bien que on avait il nous demandait que la TVA et que je voyais plus mon comptable, j'avais plus de rendez-vous, mais bon, j'avais pas le temps d'y penser, donc j'ai envoyé les documents et puis ben voilà, je passais à autre chose. Et puis, plus ça avançait et plus ça devenait compliqué, alors qu'on avait de plus en plus de chiffres et je comprenais pas. Et moi, je voyais mon comptable. Alors, je ne comprenais pas. À un moment, j'ai posé la question, j'ai téléphoné, etc. Et puis, je n'arrivais pas à l'avoir. Enfin bon, ça a été un peu compliqué. Et au final, pourquoi est-ce que je ne le voyais pas? Parce qu'il n'avait pas coché la case. Il n'avait juste pas coché la case de l'entretien mensuel, je ne sais plus quoi. Et donc, comme ce n'était pas coché, il n'a même pas eu la présence d'esprit de me dire… Madame Robert, quand même, avec la boutique. Et moi, je l'appelais pour lui dire… Ouais, enfin, voilà. Donc, c'est une anecdote, si tu veux. Mais c'est pour dire qu'on ne prend pas assez de temps pour choisir ses premiers partenaires, qui sont le banquier, le comptable. Et ça fait partie des choses qu'on nous dit pas, parce qu'on a l'impression qu'eux, ils savent tout et nous, on se remet dans leurs mains, en fait, et on leur fait confiance. En réalité, c'est pareil, il y a des bons et des mauvais, comme partout. Sauf que quand tu es artisan et que tu as toujours la tête dans le guidon, tu n'as pas le temps de penser à ça. Et juste changer de banquier, c'est une telle tracasserie dans ta tête. Tu te dis, mais j'ai pas le temps là tout de suite de faire tous les changements de papier, tous les changements de RIB, tous les… Tu vois ce que je veux dire? Le comptable, c'est pareil, c'est hyper compliqué de changer en cours, mais on devrait le faire. Voilà, ça fait partie des choses que je voulais alerter. Ouais. Et puis, je vois, moi, je travaille avec 2 comptables à 2 niveaux différents pour ma boîte de conseil coaching et puis pour le reste de mon patrimoine.
Et en fait, c'est aussi deux comptables avec des expertises totalement différentes. Je sais pas, tu vois, il y a des trucs comme pour mon activité de conseil, coaching. Tu vois, j'ai besoin, enfin, c'est plutôt de la compta en ligne, c'est des trucs hyper réactifs, tu vois, et en plus, c'est des trucs quotidiens, tu vois, des interactions assez régulières avec le comptable. Et puis, sur la partie la gestion du patrimoine, bah, c'est plus lourd, c'est plus la machine. Enfin, t'as pas besoin de la flexibilité du comptable à ce moment-là. Tu as juste besoin de son sérieux, de son expertise et des meilleurs conseils qu'il a, mais avec une vue plus hélicoptère, quoi. Et, euh, et c'est pareil là au niveau des banques. Selon les projets que tu as, il y a des banques qui sont spécialisées. Enfin voilà quoi. Oui, puis pour les banques, c'est vraiment le côté relationnel en fait. Nous, sur les 9 ans, on a eu 7 ans d'un banquier. Je ne sais même pas comment ça se fait qu'on n'est pas parti plus tôt tellement c'était un vrai cauchemar. Les 2 dernières années, bizarrement, sur les périodes les plus difficiles pour nous, on a eu un banquier extraordinaire qui croyait en nous jusqu'au dernier jour de la liquidation, quoi. Donc, c'est vraiment une question de perception, une question de est-ce que votre banquier il croit en votre projet ou pas, en fait. Et après, bon, il a bien vu qu'il y a plein de choses. Bon, nous, on avait installé notre boutique en plein centre-ville. Stratégiquement, c'était parfait. C'était le meilleur endroit de la ville. On savait qu'on ne ferait pas des 1000 et des 100 puisque c'était une petite ville. Mais ce qu'on avait fait la première année nous suffisait pour la deuxième. C'était plus un showroom pour pouvoir expérimenter et vendre à des épiceries fines de luxe dans la France entière et plus grâce à notre site internet en fait. Mais et il se trouve que cette année-là, il y a eu plein de commerces qui se sont fermés dans notre rue. Et pourtant, on était en plein centre. Et il y a eu beaucoup de désertification dans le centre, en fait. Et on a été pris de plein fouet puisque notre trésorerie était vraiment juste limite. Mais et pourtant, notre banquier nous a cru et nous a soutenus jusqu'au bout, en fait. À tel point que même quand on a fait la liquidation, moi, je voulais garder mon compte chez lui. Je n'ai pas pu puisque il y avait une liquidation, donc ce n'était pas possible. Puis c'est tellement rare que ça n'existe pas. Mais ça venait vraiment du rapport avec le banquier. Pour ça, je dis, il faut vraiment le recruter, le banquier, en fait, le sentir, voir pas trop les prestations financières finalement, mais l'être humain, le banquier, parce que tu peux être dans la même banque et tu changes de conseiller et c'est mort, quoi. C'est un vrai recrutement. Mais ça, on ne le dit pas non plus. Et puis, On se sent tellement souvent puni de… Pardon, vas-y. Le problème, c'est que souvent, dans certaines banques, les conseillers, ils changent assez rapidement. Donc, ça, avec les ça, RTP et tout ça, tu les vois pas trop quand même. Ouais. Mais quand même, c'est super, super important et c'est vraiment… on a l'impression que quand notre trésorerie n'est pas bonne, on est puni. Donc, on n'ose trop rien dire, on est en faute. Ça, en France, c'est horrible. Alors qu'en réalité, il suffisait juste qu'on ait les bons conseils pour restructurer un peu et dire, bon, voilà, vous avez 10 avatars, il va peut-être falloir choisir, couper quelques branches, donc prendre un peu de recul. Et le banquier qui comprend, bah oui, vous êtes en plein investissement. Et le comptable, c'est normal, et de nous dire, c'est normal que votre trésorerie soit compliquée en ce moment. On va vous accompagner parce que votre projet, il y a quelque chose à y faire, mais il faut juste avoir une vision plus long terme. C'était pas compliqué à faire, hein, mais on le sait pas. Ah ouais, ça me fait penser au streamline, en fait, ce que tu dis. Ouais. Oui, ok. Ouais, j'avais juste un truc à rajouter sur les banques et leurs spécialités. Moi, j'aime bien l'immobilier. Et là, je viens de faire un prêt chez Caixa Preral des Deposits. Et c'est des prêts qui sont pas évidents à avoir normalement, quoi. Et puis enfin très très bien le conseiller et tout. Et puis je lui dis bah, comment ça se fait que vous financez ça? Il y a pas beaucoup d'autres banques en France qui prennent ce genre de risque, ce genre de financement.
Et puis il me regarde, il me fait bah en fait on est portugais quoi. Au Portugal, le bâtiment, l'immobilier, c'est notre gagne-pain quoi. Donc bah on s'est spécialisé dans ça parce que c'est ce que nos clients recherchent quoi. Et Mhm. c'est marrant en fait de voir comme ça que autant le comptable que les banques, elles aussi, elles ont des avatars très spécifiques de clients. Ouais. Et, oui, tu passes pas auprès de tous les comptables et tu passes pas auprès de tous les banquiers et pour tous les sujets. Ouais. C'est ça. Mais la croyance populaire est réussite égale beaucoup d'argent ou en tout cas une trésorerie saine, etc. Et donc, de se sentir plus ou moins en faute, tu n'oses pas trop, tu dis bon, ils doivent avoir raison et voilà quoi. Et en fait, ça te plombe parce que ça, en plus, le voir, de voir une évolution derrière le prisme, j'appelle ça le prisme de l'argent, où ça te crée une émotion de stress. Tu ne prends pas du tout les bonnes décisions. C'est juste horrible. Hein. Maintenant, alors 3 ans après la liquidation, nous les finances, c'est toujours compliqué. Hein, ça a été très très compliqué. Il y a 1 an, on était encore avec des bons alimentaires avec mon mari. Hein, donc voilà. Et maintenant, par contre, pour prendre des décisions d'investissement, je m'imagine comme si j'avais tout l'argent du monde et je pouvais faire ce que je voulais. Et après, une fois que j'ai posé mes idées comme si je pouvais faire ce que je voulais, je regarde ce qui est possible ou non. Donc, et ça permet vraiment de prendre des décisions beaucoup plus saines et moins dans l'urgence et moins dans le stress et de se dire, bah, là, je vais investir parce que derrière, il y a une vision plus long terme, ça va apporter quelque chose, ça va m'amener quelque part, plutôt que d'être protectionniste en disant, bah, non, j'ai déjà pas beaucoup d'argent, donc je fais, mais sauf que tous les petits pas ne t'emmènent que vers de petits résultats. Donc, c'est super compliqué. Quoi. Ouais, tu as cette notion de mitigation des risques que j'ai beaucoup fait en fait dans la Ferma. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de voir la différence entre un investissement, une dépense, un actif, un passif. Et si possible, sur un investissement, soit savoir dès le début en fait l'objectif que tu veux en retirer, ou soit faire cet investissement dans un temps limité ou avec des jalons, disons des go, no go, pour que tu puisses sortir en fait si l'investissement n'est pas rentable. Ouais, c'est compliqué hein, cette notion d'investissement et ce que tu dis est très juste. Hein, des petits pas, des petites actions mènent à des petits résultats. Ouais. Mais Et ça, parfois, on ne s'était pas rendu compte de l'importance de ça en fait. ouais, mais parfois ça peut. Tu sais, moi, j'aime bien cette notion que quand tu es entrepreneur en croissance, je faisais de l'escalade et tu sais, tu as les slacklines, donc les sangles que tu mets entre deux arbres ou des choses comme ça. Mais en fait, moi je le faisais pas, mais quand tu vois des slackliners professionnels, ils font ça dans l'Arizona, au-dessus du Grand Canyon et tout ça. Et en fait, je trouve que en tant qu'entrepreneur, si tu veux être en croissance, il faut que tu trouves cette slackline et que d'un côté, il y a le stress négatif, d'un autre côté, il y a il faut respirer et savoir que peut-être, tu sais, tu peux, comme les gens qui font ça, mettre un baudrier avec une ligne de vie et que si tu tombes que de 1 mètre, tu tombes pas tout en bas. Mais quand tu veux la croissance, il faut que tu ailles sur ce parcours périlleux. Enfin, Non, en mais c'est tout cas, ça. moi, je suis à la recherche de ça parce que c'est là que je trouve l'adrénaline, l'envie de continuer, l'envie d'aller plus loin.
d'avancer. Hein. C'est super important ce que tu dis parce que c'est une autre chose que je n'avais pas compris non plus, qu'on ne nous apprend pas en fait. Hein. C'est l'importance de travailler donc son état d'esprit en fait. Appréhender et gérer ces stress de peur, de gérer cet équilibre entre je prends le risque, mais en même temps, c'est un risque calculé, etc. Ou moi, ma peur, par exemple, de prospecter ou de me dépasser, de faire des choses nouvelles, etc. Si tu ne travailles pas sur toi-même, donc en tant qu'entrepreneur, tu es bloqué à un certain niveau, en fait. On t'apprend, par exemple, que quand tu as peur, c'est normal, c'est juste ton défaut, tu es une peureuse. Hein. Moi, j'ai toujours cru que j'étais une peureuse, en fait. Hein. Ouais. Et en réalité, quand on se forme, tu parlais de se former tout à l'heure, donc quand on prend soin de nous, c'est pareil. En tant qu'entrepreneur, on doit travailler dur. Et ça fait partie aussi des paradoxes. On nous dit qu'il faut travailler dur, dur, dur pour y arriver. Et nous, on a travaillé dur, dur, dur. Et pourtant, voilà. Mais… Ah oui, je croyais que c'était coupé. L'important, c'est de travailler sur soi, de se former, etc. Et d'apprendre à gérer son émotion permet du coup d'ouvrir les champs des possibles, hein, et de se dire, ah effectivement, si je veux de nouveaux résultats, il faut que je fasse de nouvelles choses. Et donc, je dois sortir de ma zone de confort, aller dans l'inconfortable, hein, et oser ces prises de risque, qu'elles soient financières ou qu'elles soient par rapport à nos propres perceptions. Moi, ça aurait dû être de faire peut-être plus de prospection. Il y en a d'autres, c'est peut-être aller à la rencontre d'autres entrepreneurs, de sortir un peu de leur établissement, etc. Enfin, ça a différents niveaux, mais ça, c'est pareil, c'est quelque chose que finalement, on ne nous apprend pas non plus dans le monde traditionnel. Ouais, on parlait justement de ce point-là hier avec un de mes clients sur tu sais, la citation d'Einstein qui dit que la folie, c'est de croire qu'en faisant toujours la même chose, tu arriveras à des résultats différents. C'est ça, tout à fait. Et aussi, tu sais, ça nous a fait penser aussi, moi, ça me parle beaucoup parce que je suis dans le 80-20. Donc dans l'idée que en fait 80% de ton temps tu es en train de brasser de l'air, quoi, et comment tu te focalises sur les 20% de flow. Et je sais plus c'était quand, mais il y a pas longtemps à la télé il y avait un reportage, il me semble que c'était le gars qui gère les transports en public à Bordeaux. Un mec de 70 ans, hyper posé, tu vois, le businessman hyper successful. Et tu dis, mais c'est quoi la différence entre cette personne qui a réussi, qui est hyper posée, et puis moi qui suis en train de me disperser, en train de lutter, Ah ouais, non, mais c'est vrai que c'est énorme. Puis tu parlais du 80-20 et ça, c'est aussi bon dans le chiffre d'affaires. Hein. Nous, on avait commencé, donc je te l'ai dit, on a commencé sur les marchés, les foires et les salons. Ouais. Ça a très bien cartonné tout de suite, en fait. Hein. Oui. Notre concept était très… les gens, ils avaient l'habitude de tellement manger que des gaufres et des crêpes, qu'un stand entier de plein de petits gâteaux et tout. Je pense bien que ça avait bien fonctionné. Sauf que quand on s'est installé, c'était en 2008. Hein. Ouais. Et donc, on a eu la crise de 2008 en même temps, mais nous, on l'a ressenti 2 ans plus tard. Nous, on est en pleine campagne, hein, dans le centre de la France, donc tout est un peu décalé. Et 2 ans plus tard, on a commencé à voir moins de gens qui se déplacent sur les manifestations parce que l'essence avait tellement augmenté que pour la première fois de l'histoire, on regardait l'essence pour sortir quelque part. Alors qu'avant, c'était impensable. Tu prenais ta voiture et tu bougeais, quoi. Et donc, en fait, c'est là que ça a commencé un petit peu à chuter, notre activité. Et c'est là que ça a commencé un petit peu à être chaotique pour nous, puisque le modèle économique que j'avais prévu au départ s'est transformé et je n'avais pas anticipé ça. Et c'est là qu'on a commencé à chercher où ça allait bien marcher, en fait. Et tout ça pour dire que cette activité-là, elle était de moins en moins rentable, mais à la fin encore, c'était presque 80% de notre chiffre d'affaires, mais qui n'était pas rentable. Oui, oui. Et donc, tu vois, cette branche-là, on aurait dû la couper.
Mm. Mais quand c'est ton 80% de ton chiffre d'affaires qui arrive, 80% sur 230 000 euros de chiffre d'affaires, ça fait beaucoup. Ouais. Tu te dis, oh mon Dieu, mais non, on ne peut pas. Mais c'était 80% de notre chiffre qui n'était plus rentable, hein, et on avait bien d'autres secteurs qu'on aurait pu, où on aurait pu qu'on aurait pu développer beaucoup mieux. Mais il y avait cette prise de risque. Voilà, qui mentalement, qui est hyper importante. Il faut prendre soin de son mental, travailler cette gestion des émotions, de savoir sortir de la tête du guidon pour se rendre compte de ce genre de choses. Parce que quand tu es dedans, tu ne t'en rends pas compte, en fait. Tu fonces. Manière, t'as pas de sous. Derrière, il y a le banquier qui te pousse, il te faut des sous. Et donc, devant, tu as plein de clients qui demandent. Donc, tu réponds à la demande. Et puis, tu prends le mur. Ouais, c'est l'étau, quoi. Ouais. Et ça peut faire réfléchir ces trucs de vente de produits. Tu vois, mes parents, ils vendent aussi de la volaille. Et bah, c'est comme toi, la pâtisserie, quoi. Tu as le choix, en fait, entre ton avatar. Et bah ouais, souvent, enfin moi, je vois, eux, ils ont fait le calcul que, en fait, le marché, ça leur prenait beaucoup de temps. Pour bah ouais, il faut être au froid, il faut commencer tôt, des fois il pleut, il n'y a pas de clients, enfin tu n'as pas ça, de tu vas avec tous les stabilité. temps en plus. Ouais, t'as pas de stabilité. Plus ces investissements Oui. qu'il faut quand même faire pour la vitrine, pour le stand, la tente, des trucs comme ça. Ou alors tu trouves un client pour faire enfin, eux, ils sont dans un magasin de délicatesse, quoi, de produits fermiers. Et, euh, et oui, en fait, ils ont moins de marge sur chaque produit, mais en fait, ils ont un plus gros volume, une plus grosse stabilité. Ça leur prend beaucoup moins de temps. Et tu sais, quand Richard Koch, il explique dans son livre Le principe 80-20, il dit, oui, ça peut paraître simple comme ça, de se dire 80-20, bah, je coupe les 80% qui ne marchent pas. Mais l'exemple qu'il donne, c'est tu es dans une bibliothèque, une librairie. Donc 20% de ses livres, c'est 80% de son chiffre d'affaires. 20% de ses clients, c'est 80% de son chiffre d'affaires. Est-ce que tu te débarrasses de 80% des livres ou est-ce que tu te débarrasses de 80% des clients? Ouais, hein, c'est Parce que si tu te débarrasses des deux, ça marche pas. non, mais il y a des vrais choix comme ça. Mais ça, tu peux le faire que lorsque tu sors la tête du guidon, en fait. Hein. Où tu te poses, hein, et tu réfléchis. Ah. Et ce qui est important, on ne comprend pas assez en compte aussi, c'est de savoir ce qu'on aime et ce que nous, on a envie, en fait. C'est-à-dire que dans la vision, pour moi, il faut intégrer ta vie autour. Hein. Tes enfants, ta famille, ta conjointe, tes proches, qu'est-ce que tu aimes faire à côté? Est-ce que tu es plutôt sportif? Est-ce que tu es plutôt ami? Est-ce que tu es plutôt associatif? Qu'est-ce que tu aimes faire en fait? Et construire ton business avec ces données-là en plus. Ouais. Et ça, on a tendance à ne pas le faire non plus. Ouais, c'est l'harmonie dans toute ta vie, c'est hyper ça. important. Et tu sais, le fait de se rendre compte que, tu sais, moi j'utilise souvent sur les domaines de vie, les secteurs de vie, je fais souvent un diagramme en araignée où tu Mais mets, oui, tu mets les ouais, chiffres. ouais, tu mets les chiffres et puis tu traces ton diagramme en araignée et tu te rends compte qu'en fait, si tu as un qui pêche, que ce soit l'argent ou que ce soit le temps que tu passes avec ta famille ou ton bien-être, hein, ça peut être n'importe lequel. En fait, le fait qu'il y en ait un qui pêche, ça paraît rien, mais ça peut avoir ça a en fait tellement un gros impact sur ta charge mentale que au lieu de courir après plus d'argent, plus de business, plus de trucs, plus de gens, bah peut-être que la meilleure chose à faire, si c'est par exemple la santé qui pêche un petit peu, peut-être que la meilleure chose à faire, c'est de prendre du temps
pour bouger un petit peu tous les jours. Mmh. Et ça libère une charge mentale énorme. Tout à fait, il y a ça. Et pour moi, il est très difficile d'être harmonieux dans tous les domaines de vie en même temps quand même. Mais par contre, d'identifier quel serait l'idéal et effectivement tendre au fur et à mesure de, de plus en plus être dans l'idéal. Sachant qu'il y a des moments de vie qui sont plus ou moins compliqués. Quand tu es en début d'activité, c'est forcément la côté entreprise prend le pas sur d'autres choses. C'est évident, mais dans ce cas-là, quelle est la chose la plus prioritaire à mettre à côté quand même? Je dis souvent, il faut faire attention à l'entourage proche, femme, conjoint, enfant. Ça, c'était, nous, par exemple, l'une des choses qu'on a très, très bien réussi, où j'y tenais énormément. Je t'ai dit tout à l'heure que pour moi, le bonheur était le plus important. Donc, plus c'était difficile dans notre entreprise, plus on mettait de passion dans notre produit pour au moins se faire plaisir sur ce qu'on vendait. Et c'est ce qui faisait que on avait beaucoup d'impact sur les gens aussi et qu'on avait beaucoup de demandes. Mais aussi, ce qui était super important, c'est que même si nos finances étaient… Parce que souvent, les entrepreneurs, il ne faut pas rêver, hein, on est en dessous du seuil limite à la limite de seuil de pauvreté, ou en tout cas, on gagne beaucoup moins qu'un salarié et on a beaucoup moins de temps. Et nous, on travaillait en plus beaucoup sur les vacances et sur les week-ends, puisque c'était les manifestations, c'était les week-ends, et puis les vacances, c'est les fêtes, hein, Noël, Pâques, voilà. Et par contre, ce que j'avais toujours en tête, c'est OK, mais il y a les enfants, et puis bon, je travaillais avec mon mari. Et donc, je faisais toujours attention à ce que les enfants soient présents et mentalement et avec nous. C'est-à-dire qu'on les emmenait sur les marchés, il m'est arrivé, hein, même tout petits, qui viennent sur les marchés à 5-6 heures du matin, même s'il faisait froid ou autre, où mon mari a été au laboratoire et c'était un grand hangar. En fait, c'était un ancien abattoir de viande, donc c'était comme un grand frigo. Donc l'été, c'était cool parce qu'il y avait la clim, hein, sauf que l'hiver, c'était pas du chauffage. Et il n'y avait pas de chauffage, à part quand mon mari allumait le four, mais c'était un petit four dans un grand hangar, donc ça ne chauffait pas beaucoup. Mais on emmenait quand même notre fille à l'époque, qui venait de naître, elle était toute petite. Mais on s'arrangeait pour qu'elle ait des couvertures ou des trucs. Mais ils étaient tout le temps avec nous, on ne les faisait pas garder en fait. Hein. Et de façon à préserver, à garder un lien. Et moi, j'avais qu'une peur tout le temps, c'est qu'un jour, mes enfants me disent, mais de manière, vous avez tellement travaillé, on ne vous a jamais vu. Ça, c'est le truc qui me crevait le cœur et je ne voulais pas. Donc, je les avais toujours en tête. Et tu vois, on a fait la liquidation qui a été très difficile. Et ben, aujourd'hui, on a une relation avec nos enfants qui est juste extraordinaire. Ils nous disent tout, ils ont tout vécu, ils ont tout compris. Mon fils, quand on a fait la liquidation, il était en panique. Il nous a dit, à l'époque, lui, il avait 15 ans, 18, ouais, il en avait 15. Et pour lui, donc on avait fait 9 ans d'activité sur la dernière activité, donc c'est comme si c'était toute sa vie. Et notre fille, elle est née dedans aussi, donc elle a tout vécu que ça. Et quand on a fermé, mon fils, il nous a dit un jour, mais maman, comment on va vivre sans philosophie gourmande? Pour lui, c'était la fin du monde. Et donc, on lui a expliqué, on lui a dit, mais non, c'est pas grave, tu sais, c'est comme tu changes de job, tu changes d'entreprise et puis on va refaire autre chose. Et puis pour moi, j'avais pris ça comme on avait fait en sorte que la liquidation se passe super bien. Et même si c'est bizarre à dire, mais si. D'ailleurs, j'ai fait une conférence qui s'appelle « Ma liquidation judiciaire a été merveilleuse ». C'est une phrase que j'ai dit le jour où on est sorti du tribunal. Et c'était vrai, on a vraiment bien fermé. Mais ça, c'est toute une histoire, ça serait super long. Je vais te prendre 2 heures d'interview. Et donc, pour finir, je lui ai expliqué ça. Et en fait, on a continué avec la relation. Il vivait, il a tout suivi, tout vécu, etc. Et maintenant, il a une confiance en la vie énorme. Et il a compris tout ce qu'on a vécu. Et aussi, il a participé à notre vie. Souvent, on ne sait pas ce que nos parents font comme travail.
souvent les parents ne disent pas trop et des fois on les voit anxieux, on ne sait pas pourquoi. Bon, des fois, il y a une coupure entre quand on travaille beaucoup. Nos enfants ne sont pas des étrangers, mais presque en fait. Il y a des familles où c'est comme ça. Nous, on a créé vraiment une relation, quoi qu'il arrive, c'était mon garde-fou en fait. Finance ou pas finance, on partait pas en vacances, on n'avait pas, on s'en fout, mais on était tous ensemble. Et après, ça nous a permis de rebondir et de vivre la liquidation ensemble et d'être encore plus solidaires. Alors souvent, ça explose les familles, mais quand tu fais attention, justement, l'équilibre, c'est super important d'y faire attention. Et il ne faut pas grand-chose. Il suffit juste d'y penser, d'avoir l'intention de penser à sa conjointe, son mari, ses enfants. Et ça a permis de passer ce cap en solidarité et de poursuivre. Et voilà. Et donc, je trouve que c'est quelque chose d'hyper important à équilibrer, en fait. Oui, mes parents étant agriculteurs, j'ai passé beaucoup de temps avec eux quand j'étais gamine et ça soude. Ouais, ça soude, c'est impressionnant. Et ce que tu disais aussi, oui, le fait que de pouvoir partager en fait ta passion, en fait, ton business, enfin, bah, ça permet d'apprendre. Enfin, c'est génial, quoi. Enfin, ouais, je suis fan. Et je voulais juste revenir, oui, sur l'équilibre des domaines de vie. Donc là, c'est un bon exemple que tu as donné sur la famille, qu'elle soit pas délaissée par une activité entrepreneuriale. Je pense aussi en début d'activité, tu vois, même si la picture, elle peut sembler pas très bonne parce que t'as pas la trésor ou un truc comme ça, mais si en fait tu es en train de faire un truc qui te prend vraiment dans les tripes et que tu as vraiment envie d'avancer, bah, même si tu t'es pas encore rentable, tu vois, ça compense en fait. Et, euh, et pour moi, le truc le plus important, c'est ouais, d'essayer de faire ta route des domaines de vie la plus harmonieuse possible. Et ensuite, bah, l'idéal n'arrive jamais et n'existe pas, mais ouais, le faire grandir au fur et à mesure que tu avances. Mais enfin, moi, je veille vraiment à maintenant le faire grandir de façon régulière pour plus avoir pour plus avoir un des domaines qui pêche et qui me prend la tête. Oui, c'est super important parce qu'en plus, c'est comme ça qu'on arrive quand on a une vie en dehors de son entreprise, donc dans les autres domaines de vie, c'est ça qui te donne tes idées pour ton business. Parce que c'est là où tu prends du recul sans le vouloir. C'est là où tu deviens plus productif dans ton entreprise parce que tu as besoin de vivre cette seconde vie autour, en fait. Et ça apporte énormément, en fait. Donc, je suis tout à fait d'accord. Oui, ok. Le temps passe, donc je vais te. Est-ce que tu peux nous dire pour terminer, c'est quoi la personne, le livre ou le film qui t'inspire le plus et pourquoi? C'est quoi ton Alors, modèle? alors, il y en a plein. J'y ai pensé quand tu m'as posé la question et j'avais vraiment pas vraiment de réponse parce qu'en fait, c'est un ensemble de plein de choses. Okay. Moi, ce qui m'inspire, ce sont les gens qui vivent de leur passion et qui n'ont pas peur de foncer, en fait, simplement. Donc, ça peut être plein de monde. Ouais, c'est ce qui m'inspire le plus. Donc, toute personne ou livre qui est inspiré et qui vit sa vie à fond et qui a compris, en fait, que le but de la vie, c'est juste d'être heureux. Oh, c'est une très belle phrase de fin. Magnifique, Sophie. Le but de la vie est d'être heureux. C'est un jeu. Profitez-en. C'est ça. Ok. Ben, merci, Sophie, pour tous ces partages et tout. Enfin, il y avait vraiment des trucs qui sont
qui sont pas banaux à entendre et qui font cogiter. Donc, je te Merci. remercie vraiment d'avoir pris le temps pour cette interview. Et puis, je te dis à très vite. On mettra le lien vers ton site internet. Oui, donc mon site actuel, c'est Les petits bonheurs d'entreprendre. Et justement, je suis en train de le changer, de le transformer là cette semaine, c'est tout en cours, en sophie-robert.com. Et donc voilà, donc ça va être en cours. Et je prépare des ateliers de paradoxe à partir de la semaine prochaine. Donc des ateliers dédiés à expliquer tout ce que j'ai expliqué aujourd'hui, tout ce qu'on croit bien faire, parce que c'est les croyances populaires et qui en fait nous induisent en erreur et nous bloquent dans notre Non, tu es en business. train de me dire qu'il faut aller à contre-courant? Non! Oui, c'est ça. J'adore. Allez, bah merci pour cette vibe de contre-courant. À bientôt, Sophie.